Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez réalisé des films devenus des classiques et dont les titres sont entrés dans le langage populaire. Votre actualité est double, un livre de souvenirs et un film où l'on voyage en pyjama. Mais c'est moralement seulement que vous allez aujourd'hui vous déshabiller au micro de Sud Radio. Bonjour Pascal Thomas. Je ne me déshabillerai pas. Non, moralement, j'ai dit. J'ai bien compris. Oui, alors, volontiers. Alors, effectivement, les clés d'une vie, c'est votre parcours. On a cette double actualité qu'on va évoquer, c'est-à-dire à la fois ce livre et ce film. Mais avant, on va revenir sur ce parcours assez long, assez original. Et dans les clés d'une vie, on le découvre à partir de dates. Et la première date que j'ai trouvée, Pascal Thomas, c'est pas hier, c'est le 2 janvier 1967, votre première télévision. Vous signez un portrait d'Yvette Horner dans Dim Dam Dom, l'émission des Idées Galards, vous en souvenez? Très bien. C'est-à-dire que vous êtes à Nogent-sur-Marne, oui. Et vous évoquez son 10 millionième disque vendu. Exactement. Donc c'était pour des Idées Galards. Oui. Et la drôlerie de cette émission, c'est qu'elle m'avait dit ce qui serait bien, c'est que les musiciens viennent. Bon. Oui. J'ai dit oui, ouais, j'allais vous le demander. Et pendant l'émission, elle a fait toute la mise en scène. Et à un moment donné, elle dit si j'aimerais bien jouer un air d'accordéon. Si les musiciens étaient là, ça serait mieux. Vous êtes là. Alors les types rentraient les uns après les autres, mais c'était d'une fausseté. Enfin, on sentait que tout était préparé. Et elle a fait son petit air d'accordéon. Et la singularité aussi, il y en a eu beaucoup avec Yvette Horner, mais une des singularités de décoration, c'est que la porte du jardin était un comment dire. Un accordéon géant. Un accordéon géant. Ouais. Alors, elle a fait quand même le Tour de France avec des balles populaires et son accordéon de 26 kilos pendant 12 ans, ce qui était une performance. Et son morceau vedette, c'était celui-ci. Perle de cristal, c'est un classique. Hein. Oui, absolument. J'ai dansé le tango sur Perle de cristal. Ah, quand même. Oui. Oui. Alors, justement, le côté insolite de cette émission, ça vous a permis de faire d'autres reportages, Pascal Thomas, sur un salon littéraire, sur les handicapés patronymiques aussi. Vous avez fait plein de reportages pour Dim Dam Dom. Oui, plein, oui. Et c'était vraiment au début à la télévision. Oui, les handicapés patronymiques, en effet, c'est une idée qui m'était venue pour des gens qui avaient des qui s'appelaient Ducon, ou d'autres, une variété de patronymes désolants, mais ils s'en accommodaient. Ils étaient très contents de s'appeler Ducon. Donc ils avaient fondé ce club, comme d'autres fondent des clubs pour les collections de timbres, etc. Eux, c'était leur collection d'handicap. Alors ça, c'était drôle. Ce qui est moins drôle, c'est votre jeunesse, Pascal Thomas. Je crois que votre père est mort quand vous aviez 6 ans, et c'était un paysan sans terre. Et à 6 ans, vous devenez chef de famille. Oui, enfin, chef de famille. C'est devant son corps, mon oncle Fernand, qui a dit maintenant c'est toi le chef de famille. Je me sentais pas à cet âge-là être chef de famille. Non, là, ça m'a fait en effet un choc énorme, puisque je suis devenu dans le mois à la fois myope, bègue, et j'ai eu une adénite qui m'a envoyé en prémentorium pendant 1 an. Voilà. C'est à Odeillo, près de Font-Romeu. Voilà, c'est ça. Où je crois qu'il y a un four solaire qui appartient au CNRS et que l'on visite chaque année. Ah oui, moi, à l'époque, il n'y avait pas de four solaire. Il y avait l'infirmière qui s'appelait Manouche, oui, qui était une femme terrible. Et bon, je ne sais pas si je peux raconter ça, mais au moment de la température, donc on était tous en ligne, et il y a un petit cas qui était arrivé, on était tous faiblards, mais lui, il paraissait encore plus faible que les autres. Et je l'avais pris sous ma protection, parce que bon, pour des raisons variées, j'ai toujours eu une autorité sur le groupe. Bon, pourquoi, j'en sais rien. Mais et le gars, donc je l'avais pris sous ma protection, et prenant cette température, il était devant moi, et son thermomètre était sale. Et Manouche lui avait dit de monter l'estrade sur laquelle elle se trouvait, et avec le thermomètre, elle lui avait fait des moustaches sur les résidus du thermomètre, en lui disant tiens, maintenant te voilà des moustaches. J'avais trouvé ça épouvantable. C'est épouvantable. Bon. Alors après, tout s'est arrangé, et vos jeunes années, c'est dans les Deux-Sèvres à Saint-Chartres, je crois.
Non, c'était De Sèvres, c'est là où la famille se trouve. J'allais en vacances là. Et c'est un endroit qui m'a beaucoup marqué par sa beauté, son calme, le côté. Aujourd'hui, le côté inchangé. Je suis retourné il y a quelques semaines et c'est toujours comme dans mon enfance. Et j'ai beaucoup filmé cet endroit. Voilà. Et il y a eu un scandale quand même dans cet endroit si calme en 2018. Il y a le volume sonore des cloches de l'église ont sonné toutes les heures et ça a gêné un habitant qui avait une résidence secondaire. Voilà. C'était un bruit 3 fois supérieur à la règle. Alors il a fait un procès qu'il a perdu. Il a perdu, je me suis déchaîné là-dessus. un Parisien qui ne supporte pas le bruit des coqs, ça va. Alors, vos études, c'est au lycée Faidherbe? Non. Faidherbe, c'est à Lille, le premier à Lille, lycée. Oui, c'est ça. Oui. C'est le lycée Faidherbe à Lille, où il y a depuis quelques années, d'ailleurs, une option cinéma en Hippocagne. Ah, je ne savais pas. Voilà. On peut s'en passer parce que, vous voyez, j'ai pas fait d'option cinéma. J'ai même rien étudié sur le cinéma. Et je fais quand même des films. Oui. Et les études, ça vous intéressait au départ? Ah oui. Ça vous passionnait? J'ai eu des professeurs extraordinaires. Mais en même temps, est-ce que le cinéma est venu, je crois, grâce à une cousine qui s'appelait Louise? À Louise, j'allais beaucoup au cinéma avec ma cousine Louise, qui habitait avenue Reille, et c'était une femme très très moderne, portant pantalon, etc. Il y a une histoire que je peux raconter maintenant, c'est que son fils, son mari, pouvait pas avoir d'enfant, et quand mon père est monté à Paris, c'est une limousine, elle avait demandé de fort tempérament, elle avait demandé à mon père de lui faire un enfant. Cet enfant qui s'appelle Michel, et bon, on a su beaucoup plus tard. Moi, j'ai su un peu avant les autres membres de la famille, parce que bon, j'écoutais les conversations du soir, et donc quand je le présentais, je dis Michel, mon cousin, un vrai frère. Ce sont des histoires dignes de cinéma. On aurait pu faire un scénario de tout ça. Oui, bien sûr, oui. Enfin bon, c'était quelqu'un qui je m'entendais très très bien et qui ressemblait plus à mon père que moi. Alors d'ailleurs, je crois que faire des scénarios sur votre vie et sur votre entourage, c'est François Truffaut qui vous a donné l'idée. Oui. C'est parce que j'avais, avec Roland Topor, avec qui j'étais très très ami, on avait décidé de faire l'adaptation du cinématographique du roman de Renard. Donc on avait fait cette adaptation, j'avais vu des acteurs que j'avais pu interviewer quand j'étais journaliste, qui m'avaient en sympathie, comme Jean Rochefort, Philippe Noiret, Delphine Seyrig, Bouquet, et on leur avait tous proposé un rôle, et bon, l'idée c'était de faire jouer des humains avec des fourrures qui rappelaient l'animal. Et j'en avais parlé à Truffaut, qui me dit écoutez, ça va être très, très difficile à monter, racontez plutôt vos histoires de lycée que je racontais tout le temps. Et j'ai fait ce scénario, parce que, autre intervention, c'est Claude Berry, parce que à l'époque, j'écrivais un roman qui avait pour titre Les garçons pleurent aussi. Bizarre, hein, mais sans parvenir à réussir les descriptions, parce que comme je suis plutôt littéraire, très, très grand lecteur depuis le sanatorium, je voulais que les descriptions soient réussies, que ce soit Flaubert, soit Chardonne, dans un style différent, mais j'y arrivais pas. Et je disais ça à Claude Berry, chez qui il habitait rue Beaujon à l'époque, et devant nous une table basse avec plein de scénarios. Et je vois intérieur, je sais pas, imaginons intérieur radio, il est assis devant son intervieweur, etc. Bon, et le dialogue. Et là, je dis, c'est bien le scénario, il n'y a pas de description à faire. Il fait un court-métrage, j'écris un court-métrage, et je sors de ce récit scolaire, ce récit qui parlait de mes années scolaires, un épisode sur que je vais écrire par ma secrétaire à l'époque, c'était Charlotte Julien. Oui, qui a chanté, bien sûr, qui a chanté des chansons fantaisie dans les 70. Oui, très drôle. Les Fleurs de province. Donc elle tape ça, on l'envoie à Claude Berry, qui donne à son directeur de production, et 2-3 mois plus tard, il m'appelle en hurlant « Pascal, on a la plus grosse avance qu'on ait jamais donné un court-métrage ». Et le film s'est fait dans le mois qui a suivi. Alors, justement, vous allez au lycée, il y a eu un autre lycée, le lycée de Fontainebleau, où vous êtes premier de la classe, et pourtant vous êtes menacé d'exclusion parce que vous faites beaucoup de bêtises. Ah oui, je suis très très agité, d'ailleurs vous le savez, les gens doivent le sentir, je le suis encore, et très turbulent, mais je suis un bon élève, et j'ai réussi
aussi, enfin en tout cas en français, dans certaines matières, pas en maths. Hein. Oui. Et le professeur que j'ai eu à l'époque s'appelait Bouffartigue, Alain Bouffartigue, un type extraordinaire qui nous a lu une pièce de La Biche au premier cours. D'un coup, je découvre ça, je lui demande s'il y en a d'autres, et il m'a pris en sympathie, m'a fait découvrir Feydeau, Molière, etc., Courteline, beaucoup d'autres, Sacha Guitry, vous voyez, et j'ai été passionné par ce professeur qui nous apprenait autre chose que les cours, que les obligations des programmes scolaires. Alors, il y a un autre professeur qui a compté dans votre vie, mais ça s'est beaucoup moins bien passé, c'est Maurice Clavel, Pascal Thomas. Oui, Maurice Clavel, j'ai trouvé épouvantable. Ah bon? Oui, parce qu'il il posait, il faisait des numéros, il avait cette classe et j'ai détesté sa prétention, sa sûreté de lui-même, et j'avais demandé, comme j'avais créé un ciné-club, au lycée Buffon, c'était au lycée Buffon ça, donc je passais des films qui n'étaient pas à la mode, je passais du Tourneur, je passais le film de Charles Laughton, tout ça, et un jour le proviseur m'a dit c'est très bien votre ciné-club, mais est-ce que vous ne pourriez pas passer de vrais films? Et j'ai dit, c'est quoi les vrais films? Et à l'époque, évidemment, c'était Antonioni, des choses comme ça. J'ai dit, ah bon, moi, je passe pas ça. Mais... Et puis, quand même, j'ai quelque chose à vous demander. C'est quoi? On est au premier trimestre. Il dit, je voudrais changer de professeur de philo. Pascal Thomas, mais vous prenez pour qui? Bon, rien, pour quelqu'un qui ne supporte pas son professeur. On va en parler. Il organise un rendez-vous avec Clavel dans son bureau dans lequel j'ai tourné d'ailleurs un épisode d'un film. Et le Clavel arrive la tête haute, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, évidemment, il a raison. Il est le professeur, je ne suis que l'élève, et qui déteste la philo en plus. Et trop littéraire pour aimer les idées un peu confuses de ces philosophes qu'on nous envoyait en masse. Mais il me fait, mais vous savez que je suis le professeur qui a le plus d'élèves qui sont présentés au concours général. Je dis, vous avez le plus de tentatives de suicide. Parce qu'en effet, il y avait deux types qui l'avaient vraiment... dont il s'était moqué de façon pénible, qui avaient fait des tentatives de suicide. Il a fait « Oh !» Il est sorti, le proviseur très embêté, je peux dire emmerdé, a décidé de me changer a accepté de changer de prof de philo. Il m'a demandé, mais lequel prof vous voulez, quel professeur vous... Il y en avait un que je trouvais sympathique, qui était un merleau-pontiste, et bon, on attend au deuxième trimestre son arrivée, il était en retard, hein, déjà c'est sympa. Et le jour où on le voit arriver en fuseau de ski, il faisait des sports d'hiver, il n'avait pas eu le temps vraiment de se changer du train, et des après-ski avec la fermeture éclair au milieu, comme Rivette, vous voyez. Et bon, ce type a été très sympathique, me demandait ce que j'aimais comme philosophe. Je lui ai dit, Freud, quand il est traduit par Marie Bonaparte, et surtout les stoïciens. C'était que les stoïciens qui me plaisaient. Donc, il dit, je pense que vous ne voulez pas être au début de la classe, vous vous mettrez au fond. Oui, c'est ce que j'aime. Et j'ai eu d'ailleurs une très très bonne note en philo, mais c'est pour une raison qui lui appartient pas, c'est qu'il y avait eu un livre de René Huyghe qui était sorti, L'art et l'âme, j'avais dévoré ça, et sur le sujet d'esthétique, j'ai pratiquement reproduit le livre de Huyghe, et j'ai eu 18. Voilà. Je précise pour l'histoire que Maurice Clavel est connu célèbre parce qu'il a quitté un plateau de télévision parce qu'on avait censuré un commentaire dans son film, dans Armes égales, et sa phrase « Messieurs les censeurs, bonsoir » est devenue célèbre. Nous, on va pas se dire bonsoir, on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 11 janvier 1973. À tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Thomas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pascal Thomas. Souvenirs en pagaille, les souvenirs chez Séguier, et ce film, Le voyage en pyjama, qui est sorti sur les écrans voici quelques jours. Et un autre film est très célèbre aussi, il est sorti le 11 janvier 1973. Les Zozos, le tango des Zozos, c'est un film qui a changé votre vie, Pascal Thomas. J'ai pris une autre direction. J'étais journaliste depuis 7 ans. Et puis, bon, je suis resté un peu, d'ailleurs, pendant l'exploitation des Zozos, j'ai écrit d'autres articles, en même temps que j'écrivais d'autres scénarios. Mais en effet, ça a eu un succès inattendu. C'est un film qui s'appelait, qui était sur les histoires sentimentales manquées de jeunes gens, de lycéens, qui pour avoir des connaissances plus approfondies de la femme partaient pour aller en Suède, mais faisaient des bides
parce que les hommes dans mes films sont toujours c'est le sexe faible. Oui. Je vois dans le dernier film aussi, c'est le sexe faible. Je sais pas pourquoi on imagine que la femme n'est pas le sexe fort, puisque au féminin on a la vie, on a la mort, on a l'éternité, plein d'autres choses. Donc c'est la preuve même que c'est le sexe fort. Bon, déjà, donc je montrais des gamins, bon, dans leurs entreprises sentimentales, ne réussissant pas parfaitement, mais de façon ou ratant tous leurs coups, mais de façon amusante. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce film, vous l'avez tourné, il est resté dans un placard pendant 1 an, oui. Et il est sorti parce qu'il y avait un trou à boucher et personne n'y croyait, Pascal Thomas. Personne, même plus la productrice, parce que j'avais changé beaucoup de choses. J'avais découvert ma manière. Bon, c'était l'histoire d'un groupe d'élèves, mais je voulais que le héros soit à la fois chahuteur, bon, c'était autobiographique, bon élève, qui draguait. On était à Fontainebleau, il y avait le lycée international qui était proche du lycée du lycée Carnot. Bon. Et je voulais que le type soit beau. Comme j'étais pas beau, je voulais que le type soit beau. On est comme ça quand on se projette. Et je trouve un truc pas mal, mais la première scène était une scène de flirt, première scène tournée. Les gamins donc se retrouvaient avec les filles au stade, puisque à l'époque les garçons et les filles étaient séparés, c'était pas mixte. Et c'était une scène de flirt, première scène à tourner. Et le type, je lui ai dit bon ben embrassez-vous. Et le type pétrissait la fille. Je dis non, ne pétris pas, tu caresses. Bon, il pétrissait. Je dis oh là là, mon amoureux, il est peut-être beau, mais il est vraiment maladroit. Et là, à partir de là, dans la nuit, j'ai tout changé. Tous les caractères qu'il avait, je les ai donnés à chacun des élèves qui était le plus proche de ses caractères. Le chahuteur, le commerçant, ben, tout ce qu'on peut. Et donc le film est devenu et j'ai réécrit toutes les scènes au fur et à mesure du tournage. Et sans surveillance, d'ailleurs, Albina Dubois-Auvray, qui était la productrice, m'avait laissé complètement libre. Et le film est devenu... Mais elle n'a pas reconnu le film à l'arrivée. Donc elle n'était pas très contente. Puis elle voulait que je fasse des scènes de nu. Elle voulait qu'on avait tourné à Saint-Chartres. Elle voulait que je mette l'héroïne nue dans la rivière, la Dive. Et personne ne s'est jamais baigné dans la Dive, elle était trop froide. Et donc, finalement, elle n'était pas contente du film. Et donc, personne n'en voulait. Il dit oui, ça nous amuse, disaient les distributeurs, mais ça fera rire personne. Et comment expliquer ce succès alors qui a été immédiat? Alors, il y a eu une chance, c'est que le court-métrage que j'avais fait, qui s'appelait Le poème de l'élève Mikovski, était passé juste avant, comment s'appelle le film Le dernier tango à Paris. Oui. Était passé juste avant le dernier tango à Paris. Et là, il y avait une polémique autour de ce film. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, bien sûr. Bon. Et donc, le film passant avant le dernier tango dans les salles, il y avait des critiques qui disaient « Voyez plutôt le court-métrage, ça suffit, vous avez eu votre ration de cinéma et ne voyez pas cette horreur. » Donc, il y a eu une espèce de petite polémique au départ. Le film est sorti et tout d'un coup, les gens s'y se sont reconnus. Et à mon avis, l'idée de succès du film vient de ce que c'était un film d'une autobiographie collective. Mais en même temps, les zozos étaient une expression populaire aujourd'hui, alors que c'était pas le cas avant. Non, c'est un ami, Jean-Jacques Vincent, le film s'appelait Frédéric et François sur plusieurs coups à la fois. Bon. Et il me dit, oh, ton titre, il est trop long, il est pas bon. Il dit, c'est des zozos. J'ai dit, quoi, les zozos? Et c'était une expression qui avait été inventée par Malraux, je crois, et reprise par Jean Cocteau, citée par Jean Cocteau dans une émission, dans une interview avec Pierre Dumayet. Voilà, je crois, je suis peut-être un peu confus là, mais... C'est ça, c'est exactement ça. C'était ça, bon, ouais, d'accord. Et en effet, ces zozos, je propose à Albina qui ne veut pas, non, notre titre est bon. Et là, comme journaliste, j'avais des relations d'amitié qui étaient restées d'ailleurs avec l'imprimerie. J'avais souvent, comme j'étais toujours en retard, je faisais mes papiers à l'imprimerie, je les dictais. Et je vais voir un des gars de l'imprimerie, j'ai dit, tu peux me faire une page avec marqué zozo un peu partout dans une page. J'arrive avec la page et je montre à Albina, est-ce que vous voyez le titre, Le beau zozo, tac, 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 tac. Elle le retrouve partout, d'accord, ça sera le titre du film. Voilà. En effet, il y avait... Parce que l'idée, c'est des metteurs en scène qui n'existent pas, acteurs, il n'y en avait pas, mais c'est Galdi et Jacques Dubarry, mais c'était des petits rôles et c'était pas des vedettes. Donc, et sujet, bon, donc il s'agissait d'avoir quelque chose dont on peut se rappeler. Les zozos étaient bien. Alors Philippe Gueluc d'ailleurs a dit récemment, je rêvais d'être zozo, je suis plutôt zozo. Je rêvais d'être Zorro et je suis plutôt zozo. Qui a dit ça ? Philippe Gueluc, le dessinateur du chat. Oui. Alors, le journalisme au départ, c'est vrai que c'est votre premier métier. Vous avez commencé comme huissier avant, je crois, Pascal Thomas. Oui, j'étais étudiant en lettres, il fallait travailler l'été, on n'avait pas de sous, ma mère était fauchée, elle était pionne à Victor-Duruy.
Et donc, je cherchais un travail pour l'été. Et le type, voyant mon dossier, c'était... on m'a dit, bon, tu es étudiant, est-ce que tu veux rentrer dans un journal? J'entends... Est-ce que tu veux être journaliste, évidemment? Oui. Et j'arrive, en fait, c'était huissier. Mais quand vous connaissez pas les milieux, c'est une façon de connaître, d'entrer. Et à partir de là, j'étais un huissier un peu différent des autres, mais en tout cas, je me suis lié avec les journalistes. Il y avait à l'époque Paul Giannoli, le père du metteur en scène Xavier, Max Corr, des gens que vous avez peut-être connus. Enfin, bien sûr. Oui. Et là, bon, bavardant avec eux. Ensuite, j'ai fait 2 mois d'huissier, donc je me suis lié d'amitié avec eux. Et je suis revenu les voir, je dis, est-ce que je ne pourrais pas être stagiaire, faire des piges et tout. Et bon, peut-être qu'il m'appréciait, il avait vu que j'avais une espèce de vivacité. Et il dit, d'accord, mais tu veux écrire sur quoi? Je dis, je veux écrire sur la les livres, le ciné, les films, les concerts, les faits divers. Il y a quelque chose que tu veux pas faire, surtout pas la politique. Voilà. Et il était très étonné parce que c'était le sujet c'était la rencontre avec des politiques, c'est tout ce qu'ils aimaient. Et j'explique pourquoi. Je dis parce que je pensais à un niveau un peu trop bas à côté des écrivains et des créateurs. Et dans votre jeune carrière de journaliste, il y a eu une rencontre incroyable, c'est celle de l'étrangleur, Pascal Thomas. Oui, alors là, j'étais pas journaliste, j'étais huissier. Oui. Donc, il y a, à l'époque, l'étrangleur, Lucien Léger, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Lucien Léger. Un assassin célèbre. Donc, il écrivait, il envoyait des lettres aux journaux, et en particulier au 37 rue du Louvre, à Candide. Donc, c'est moi qui recevais les lettres. Je commençais à reconnaître son écriture, et un jour, bon, arrive une lettre, et je vais porter la lettre au rédacteur en chef, je connaissais son écriture. Et à partir de là, comme je dis que je l'avais trouvé, les soupçons se sont portés sur tous les membres du bureau. Les journalistes soupçonnaient un journaliste, les plus bizarres. Vous voyez, chez les journalistes, il y avait un gars qui s'appelle Delpère Desbaillac qui écrivait un livre sur la milice. Moi, j'étais un huissier bizarre, etc. Donc, ils m'ont même saoulé pour voir si j'allais avouer. Et le samedi, arrive un type à qui on avait volé la voiture. Et bon, il dit qu'il avait une lettre de l'étrangleur de temps. Ben, évidemment, c'était un truc très bizarre. On le reçoit. Et le lundi matin, il était dans les journaux, c'était l'étrangleur. Il est venu vous voir au bureau. Il est venu au bureau, pas me voir, il est venu au bureau pour voir les journalistes, pour avoir un peu plus de pub. Et ce qu'il y a, c'est... Il voulait de la pub, surtout. Comment? Il voulait de la publicité. Voilà, non, mais ça, à mon avis, les grands criminels veulent qu'on parle d'eux. Et là, c'était une faute de sa part, mais bien sûr, il y a peu de crimes, m'avait dit un policier, qui sont élucidé de cette façon. Et puis il y a eu une rencontre avec Léon Zitrone qui a quand même perdu son pantalon devant vous, je crois. Ouais. Donc j'avais commencé à faire des films, je crois que c'est pour les Ozos d'ailleurs. Oui. Donc il est là, il bavarde, il est très agité et tout, et puis il se lève. Bon, et j'avais même pas pu répondre à une question parce qu'il répondait à votre place. Et à un moment, il se lève et il cherche son papier, etc. J'ai perdu mon article, mon brouillon et tout, et son pantalon tombe. Et je dis, écoutez, Zitrone, vous perdez tout, le pantalon, l'article, il faudra vous surveiller. Ouais, je me souviens effectivement de Léon Zitrone dans un studio de RTL à l'époque, il présentait le journal, et il saluait Henri Krasuki, il avait des bretelles qu'il enlevait pour ne... Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, et j'étais là ce jour-là, et il a perdu son pantalon, il a dit « Oh pardon », et derrière il y avait le metteur en scène Jacques Charon. Je crois que ça a été le début de ses ennuis et une crise cardiaque ensuite. Tellement, après avoir vu Zitrone, vous voyez. Bon, oui. Non, mais il perdait tout le temps son pantalon. Mais vous gagnez à être connu, d'ailleurs, et on va en reparler dans quelques instants avec une autre date, une date importante, le 27 novembre 2008. À tout de suite sur Sud Radio avec Pascal Thomas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pascal Thomas. Nous parlons tout à l'heure de ce voyage en pyjama, votre nouveau film sorti sur les écrans, de ces souvenirs en pagaille que vous publiez chez Séguier. Et dedans, il y a plein d'événements importants racontant votre vie. Et dans votre vie, le 27 novembre 2008 est important car je crois que c'est une consécration. Vous recevez un grand prix à l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Ce que vous auriez jamais imaginé au départ. Je ne pouvais pas imaginer. En effet, j'avais aucun prix.
savais pas, je faisais un cinéma que je voulais populaire, mais j'étais tout le temps le cul entre deux chaises. C'était à la fois écrit et avec des scènes amusantes. Et j'étais le type même du cinéaste sans prix, mais il y en a beaucoup de plus doués et de plus célèbres que moi. Des gens comme Black Edwards n'a jamais eu de prix, n'a jamais été dans un festival, sauf n'a eu son prix qu'une fois sur une chaise roulante. Son Oscar, une fois quand il ne tournait plus. Enfin bon. Et là, à l'Académie française, c'est un prix important, mine de rien. Bah oui, c'est prestigieux. Ah, oui, c'est certainement, oui. Mais bon, j'étais très étonné de ça. Je suis embarrassé d'ailleurs pour parler des récompenses, parce que habitué à ne pas en avoir, j'étais très étonné, mais je crois que Bernard Fallois est pour quelque chose, parce que j'étais très ami avec lui, Michel Déon aussi, Éric Nehoff aussi, qui à un moment donné, voyant ma situation par rapport au prix, mais c'est pas possible, et comme les films sont quand même écrits, ça avait plu aux académiciens. J'ai eu ce prix de l'Académie française. Alors, pour différents films, et parmi vos succès après les Oiseaux, il y a eu ce film. Hai la casa col tetto dipinto di blu e un giardino. Pas la bouche pleine, là aussi une expression qui est devenue une expression populaire. Alors la musique, c'est Vladimir Cosma, et c'est un hommage à Marino Marini, qui est un musicien des années 50-60, on a oublié, qui a créé Bambino, entre autres, que Dalida a repris, et Maman la plus belle du monde, qui a été une chanson de Luis Mariano. Oui. C'est curieux cet hommage, c'est assez rare d'avoir fait ça. Moi j'aimais beaucoup Marino Marini, etc. Et d'ailleurs quand il est venu, c'était un enchantement, cet enregistrement. Il avait arrêté la chanson, enfin peut-être publiquement, mais il était devenu un homme politique. Très curieusement, et ravi qu'on intègre cette chanson-là dans un film. Et il avait écrit les paroles à partir du titre, et j'ai quand même eu la curiosité de voir que Vladimir Cosma, dans un bulletin SACEM, avait mis que les paroles étaient de lui ou de sa mère. Tiens donc. Ouais, oui, vous imaginez ça. Oui. Oui. Bon, mais j'ai su beaucoup. Mais de toute façon, je ne dénonce pas. Il y a prescription. Je raconte en m'amusant, voilà, c'est tout. Mais en tout cas, on n'allait pas faire de procès pour ça. J'étais dans ça parce que mon père, Poitevin, nous emmenait, sa charte n'était pas loin d'Oradour-sur-Glane. Donc il nous avait amenés pour montrer l'horreur de cette guerre. Et puis on avait aussi un cousin, Dan Lebowitz, dont les parents avaient été dénoncés, il avait été caché par ma famille, mon père, etc. Et Dan est devenu un cousin. Bon, il s'appelle Lebowitz, on s'appelle Thomas et ceci, mais comme nous avons des relations de cousinage, en tout cas de grande amitié. Et me rappelant tout ce qui s'était passé à Oradour et l'histoire de la guerre, j'ai encore le souvenir de la voix de mon père disant « On ne dénonce pas ». Tu entends, Pascal, on ne dénonce pas. Et aujourd'hui, elle résonne de façon très, 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 très curieuse, cette voix où on n'a pas son temps à dénoncer la dernière histoire de... Enfin bon, je ne vais pas les énumérer, mais il y en a beaucoup. Hein, entre Depardieu, entre Tesson. On ne fait que ça. Il faut rester positif. Alors, moi, il y a aussi une chose qui me frappe dans ce film, j'en reviens à Pleure pas la bouche pleine, qui est important, c'est Jean Carmet qui avait un des rôles principaux, personnage étonnant aussi, lui. Oui, c'était quelqu'un de très très singulier. Un acteur parfait. Enfin, je jouais un peu trop pour moi. Donc, comme on était dans le naturel, comme il bougeait un peu trop les mains à chaque. Je mettais toujours quelque chose dans les mains, quelque chose à faire. Par exemple, quand il revenant de l'église, sa fille demandant à sortir et puis étant un peu vive vis-à-vis de ses cousins, il lui donne une gifle. Mais cette gifle, dans les répétitions, on la voyait venir à 100 km. Je dis non, tu peux pas. Et là, je me dis tu reviens de la messe, t'as eu des chaussures neuves, t'as mal aux pieds, ne pense qu'à ton mal aux pieds. Bon, on répète pas. Et là, il avait mal aux pieds, il a pensé qu'à ça, et la gifle est partie sans que le spectateur puisse s'en apercevoir. Ça, c'était Carmet, qui était un type d'une grande drôlerie. Enfin, il était très, très intelligent, très cultivé, il faisait semblant de pas l'être, et
il avait entre autres comme passion de voir les boutiques sales. Oui. Dans Paris, vous aviez des boutiques où les gens ne lavaient pas la vitre, etc. Les objets présentés, etc. Et il disait, j'en ai une nouvelle, dans ton quartier, on allait voir les boutiques sales. Il jouait aussi au jeu des gâteaux avec Pierre Tchernia. Ils entraient dans une boulangerie où les gâteaux étaient peu avenants. Il faisait des compliments à la boulangère qui n'en revenait pas. Il les mangeait avec délectation et il repartait. Et ça les amusait beaucoup. Voilà, c'était Carmet. Ouais. Alors, mais vous savez que Tchernia était à l'origine de ma première émission, le premier commentaire à la radio. Oui. Parce que moi, ancien journaliste, ayant vu tellement de personnes, de gens de devenir metteur en scène, romancier, etc. Et d'un coup, ils se gonflaient, vous voyez. J'avais demandé à Albina, je veux pas faire de presse. Et pendant le film est sorti sans presse. Et c'est Tchernia, et il y avait même Carmet qui était présent à cette émission, qui a parlé du film avec beaucoup de compliments, avec enchantement. Mais c'est la première émission radio, c'est Tchernia. Alors, quelqu'un qui vous doit sa carrière aussi, Pascal Thomas, c'est Bernard Menez. Oui, enfin... sans vous, il ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est. Oui, enfin sans Rosier non plus, parce que c'est Jacques Rosier qui préparait un film. Ménez était professeur de mathématiques, il devait partir au Canada, et sans qu'il, évidemment, Rosier, le scénario était comme les miens, à moitié écrit ou pas écrit du tout, et Ménez a eu confiance. Il avait fait du théâtre, il avait fait du théâtre amateur. Il a fait le film de Rosier, qui s'appelait Du côté d'Orwell, je crois. Oui. Et comme Ménez venait nous voir, à l'époque, on allait souvent dans un restaurant de la place de la Bastille, et près de la place de la Bastille, Beaufinger. Et quand Ménez venait, il traversait la salle et tout le monde se barrait. Et pour moi, c'était vraiment... Pour moi, c'est Scapin. C'est un des personnages que je préfère au théâtre. Mais quand Scapin rentre, tout le monde rit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Claude Rich, son Scapin, les gens se bidonnaient. Et bon, je faisais. Et puis, donc, à l'époque aussi, donc je cherchais un beau jeune homme, etc. Et puis les répétitions avec la comédienne Annie Collet, qui n'était pas une comédienne, mais une lycéenne du lycée de Montargis. Toutes les répétitions avec les beaux types, ça devenait pénible, vous voyez. Les mecs, ils se prenaient, bon. Et donc, je me suis dit, bon, on va lui trouver quelqu'un, on va mettre un comique. J'ai demandé à Rosier si vous voulez bien que je prenne Ménez. C'était le deuxième ville, et bien sûr qu'il m'a dit volontiers. Et en effet, toutes ces scènes qui étaient pénibles avec des beaux garçons, avec Ménez, étaient singulières et amusantes. Et c'était vraiment choisir Ménez comme séducteur, pour elle, comme petite amie, c'était une singularité de la fille. Voilà. Et ça a devenu, entre autres, le Chaud Lapin qui a fait le succès de Ménez. Et ça, c'était le passé. Mais aujourd'hui, il y a un film dont on parle beaucoup depuis quelques jours. Je m'appelle Karine. Et moi, c'est Delphine. Ça, c'est marrant. Cette année, j'avais 2 élèves qui avaient les mêmes prénoms. Le Voyage en pyjama qui est sorti voici quelques jours. C'est une chronique vagabonde et je crois que vous avez le secret de ces chroniques, Pascal Thomas. Oui, bon, que répondre, j'espère. Bon, il y en a eu d'autres, certainement. J'aime filmer la beauté des paysages, j'aime filmer la beauté des sentiments, des caractères. Voilà, j'ai une rêverie sur la beauté humaine. C'est ce que j'avais trouvé dans le cinéma hollywoodien. Évidemment, je suis très très loin de ça. Mais j'ai du mal à imaginer des scènes noires, des scènes de violence. Bien sûr, quand j'ai fait le film sur cette famille de 3 jeunes filles pendant 15 ans, il fallait bien, j'ai intégré une scène sombre, mais parce qu'on peut pas être sautillant pendant 15 ans. Mais c'était confidence pour confidence. Mais ce qui est curieux, c'est qu'une fois cette scène passée, qui est d'ailleurs une scène à caractère autobiographique, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver le rire. Après ces scènes-là, j'avais mis Ménez qui dans le film, et on ne retrouvait pas le rire. C'était une scène terrible, et donc... Bon, voilà, j'aime les choses plaisantes, le spectateur s'amuse. La chose que je préfère, désolé, dans ce métier, c'est de voir le visage des spectateurs heureux, apaisés. Et là, pour ce film-là, on l'a. Voilà, effectivement, ça marche très bien. Alors, le personnage principal est un professeur de lettres fantasque qui prend un congé sabbatique et qui fait une promenade dans son passé amoureux, ce qui donne un road movie à la française, finalement. Road movie, il y a quoi comme mot français? Un voyage en pyjama. Une promenade. Oui, une promenade, oui. Mais non, je ne sais pas si c'est un road movie. Non, c'est une promenade.
C'est une série de modules, si vous voulez, si on peut prendre ce mot-là. Puis j'aime pas le mot sketch, de modules qui raconte où il revoit ses femmes, il revoit son passé, en rencontre de nouvelles, retrouve un de ses professeurs. J'ai tellement eu beaucoup d'amitié pour mes professeurs, en particulier pour Roland Duval, qui a été mon professeur et qui est devenu scénariste de mes premiers films. Enfin, un scénariste, disons, paresseux. Mais la situation s'était inversée, vous voyez. Le professeur était devenu scénariste et l'élève, j'étais devenu metteur en scène. Alors, dans ce film, il y a effectivement tous les comédiens avec qui vous travaillez d'habitude. D'abord, il y a Barbara Schultz, avec qui vous avez travaillé. Il y a Hippolyte Girardot, Pierre Arditi. Vous êtes un fidèle aussi dans vos fréquentations et dans vos comédiens. Oui, j'aime ces acteurs. Évidemment, les premiers auxquels je pense, pour lesquels j'écris, ce sont ces comédiens. Il y a aussi Annie Dupéret, que je connaissais comme ça, on n'avait jamais pu travailler ensemble, et on a l'occasion de faire un rôle assez délirant, d'ailleurs d'une grande drôlerie, et d'une grande justesse aussi. Non, tous les comédiens que je choisis, c'est aussi pour leur justesse et la qualité de leur voix. J'aime pas ces comédiens qui hurlent, qui prennent des pauses, etc. Donc tous ces gens-là, que ce soit Louis-Do de Langsin, Hippolyte Girardot, tous ceux que vous avez cités, c'est pour aussi la douceur de leur voix. Alors, mais vous célébrez... Et l'articulation. Bien sûr. Comme ancien bègue, je veux qu'on articule. Vous avez été bègue, ça s'est passé, comment vous avez fait pour que ça... Quand je suis revenu au lycée, quand je suis arrivé au lycée de Fontainebleau, il y avait un chirurgien général qui s'appelle Zobel. Et ce Zobel était un peu bègue. Et le samedi, il allait dans la salle de gymnastique, et bon, il m'avait pris en sympathie, et on faisait des exercices à la grecque. Mais au lieu d'avoir des cailloux dans la bouche comme des bastènes, il avait coupé des petits bouchons et on faisait des exercices d'articulation. Et ce Zobel est devenu l'écrivain de La rue Casse-Nègre. Voilà, qui a été un succès considérable. Alors ce film aussi, Le Voyage en Pinard, je précise, c'est un hommage à la campagne française dont on a bien besoin aujourd'hui. Oh, j'ai plus qu'un hommage, c'est un plaisir contemplatif absolu. Je devais tourner dans la région où j'ai tourné beaucoup de mes films, et bien bon, il n'y avait pas de sous, on demande une avance à la région, elle est refusée. Bon, c'est la première fois que je demandais une avance à la région. Ouais. Je regarde quand même la photo des gens qui s'occupent du cinéma, des têtes de crétins, on se demande pourquoi ils s'occupent de cinéma et décident d'avance. Enfin, passons. Et là, je retrouve quelqu'un avec qui j'avais travaillé sur les publicités, il avait été assistant, etc. Il s'appelle Éric Langlois, qui avait une maison de production dans la Sarthe. Bon, je visite la Sarthe. Du Mans, je connaissais que deux choses, les rillettes et l'automobile. Enfin, un peu l'automobile, parce que je n'ai pas de permis de conduire. Donc, les rillettes surtout. Et il me fait visiter ce pays. Et je suis émerveillé par la qualité et des paysages et le fait qu'ils soient conservés de façon aussi heureuse. Donc on a tourné, et d'ailleurs pendant le tournage, j'ai ajouté, comme toujours, j'improvise pas, mais bon, je développe à la fois les dialogues, les paysages, et ça fait le cadre du film qui, à mon avis, est un cadre très plaisant à regarder. Voilà. Alors effectivement, c'est Le Voyage en pyjama sur les écrans, et puis il y a le livre qui est sorti le même jour, le 18 janvier 2024. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Pascal Thomas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Pascal Thomas. On a évoqué votre parcours, ce film Le Voyage en pyjama qui est sorti sur les écrans le 18 janvier. Et même chose, c'est assez curieux, vous sortez Souvenirs en pagaille chez Seyé, un livre de souvenirs que vous co-signez avec Alain Kruger et Jean Ollet-Laprune. Pourquoi avoir fait un livre aujourd'hui racontant votre parcours, Pascal Thomas ? C'est une idée, c'est une proposition ancienne de Bernard de Fallois. Oui. Grand éditeur. Avec qui je déjeunais ou dînais, disons une fois par mois, peut-être deux fois, avec qui je m'entendais très, très bien. Il me tenait absolument à ce que je fasse un livre de mémoire, des mémoires. Ça me barbait, il avait insisté. J'avais même eu une avance, mais il est mort entre-temps, donc j'avais abandonné la chose. Une autre personne avait repris l'idée, m'avait interrogé, enregistré, il dit « t'as pas besoin d'écrire, j'enregistre ». Et puis bon, comme le gars était sympathique mais paresseux, ça avait été abandonné. Repris par Kruger et Ollet-Laprune, même chose, il m'enregistre, on raconte des choses, et puis ils sortent
sorte ce qui les intéresse de ces longs bavardages. Et puis à partir de là, je suis très rétif. Je trouve honteux de parler de moi, d'écrire sur moi, de dire je, etc. J'ai essayé. Si vous dites pas je, si on dit pas je pourrais peut-être accepter. Enfin, accepter, je parle pas comme ça, mais être d'accord avec vous. Et puis bon, on a attendu. Les bonnes feuilles sont arrivées. J'ai commencé à les revoir. Enfin, j'ai des petites corrections pour les 80 premières pages. Et puis à la fin, bon, j'ai dit allez-y, publiez, parce que bon, l'éditeur, le sympathique Le Gall, nous avait vus et bon, attendait quand même ce truc pour lequel il avait donné des avances. Et bon, j'ai laissé faire. Et disons que c'est eux qui ont fait le livre. À partir de ce que je leur ai raconté, je ne suis que le sujet. Oui, enfin, il y a quand même des choses étonnantes que vous racontez, notamment vos premières interviews, en particulier l'interview de Simone Signoret, Pascal Thomas. Oui. Peut-être parce que j'avais une maturité dans mes écrits, et comme je tapais sur Costa Gavras, elle avait voulu me voir. J'allais chez elle dans la roulotte Place Dauphine, elle m'ouvre, c'est elle qui m'ouvre, et elle me dit vous êtes bien jeune. Je suis étonné qu'elle puisse me dire ça. Bon, rentrez quand même. Donc on a eu une conversation. D'abord, je vais voir son Oscar. Elle dit je vois bien, vous regardez ça avec mépris, mais pas du tout. J'aime le film, Les chemins de la Haute-Ville, et vous êtes parfaite dedans, vous le méritez, c'est Oscar. Et la conversation a commencé, et on a eu une liaison très, très amicale, d'autant qu'elle était amie avec Françoise Giroud, avec qui j'étais aussi très ami, qui avait voulu me faire rentrer à l'Express, ouais. Et j'avais refusé pour une raison qu'elle ne comprenait pas, Françoise, mais un journal, les articles, c'est pas toujours de la même dimension. Et vous faites comme les Américains. Il y a des articles qui doivent faire 3 pages, 3 lignes, 5 pages, etc. Bon, mais non, moi je ne veux pas écrire dans un journal où tout est calibré. Et elle avait essayé de me convaincre, et d'ailleurs, bon, c'est là d'où vient ma dispute avec Jacob, où j'avais été voir chez un de ses amis, dans une rue qui donne rue Washington, je crois, et elle avait dit, ils vont vous convaincre. Ils vont te convaincre. Et les mecs m'avaient parlé que d'eux. On m'avait dit, bon, là, tu les écoutes, tu fermes ta gueule. Et donc, je les avais écoutés. C'est une heure d'autosatisfaction, quand même. Et en partant, machinalement, j'ai essuyé les pieds sur le paillasson. Silence, il me regarde. Il dit, excusez-moi, j'ai l'impression que je viens de marcher dans la merde. Ça n'a pas plu beaucoup, voilà. Ça n'a pas plu et c'est resté. Alors, il faut savoir aussi que Simone Signoret, votre complicité est née parce qu'il y a eu quand même 2 bouteilles que vous avez englouties. Ah oui, plus que 2 d'ailleurs. Oui, c'était quoi? C'était... c'était un alcool fort. Oui, c'était non, il y avait eu du vin et puis il y a eu de la vodka, je crois. Oui, c'est ça. Oui, vodka, oui. Alors, il y a Simone Signoret, c'est une rencontre, et comme cinéaste, vous avez quand même un regret, c'est de ne jamais avoir tourné avec Louis de Funès. Oui, Louis de Funès avait vu le Chaud Lapin. Oui. Il y a cette scène qui a fait rire beaucoup de gens, qui a fait le succès du film. Il paraît m'attendait les premiers effets de sa crise cardiaque étaient venus pendant la rigolade, pendant sa rigolade sur la scène. Bon. C'est une rumeur que j'accepte volontiers. C'est très bien d'avoir déclenché une crise cardiaque sans danger auprès chez le plus grand comique français. Donc on s'était rencontrés, on s'était vus dans un hôtel du côté des Champs-Élysées plusieurs fois, et avec Jacques Dourcel qui a écrit plusieurs de mes films, dont La Dilettante, on avait eu 2 idées, une d'impresario, puis l'autre c'était une espèce d'enquête dans le passé, enfin bon. Et l'idée c'était un détective assisté de son assistant, c'était Galabru, et ce détective ne pouvait faire ses enquêtes, ne pouvait voyager dans le passé que s'il plongeait dans de l'eau. Voilà, puis il y avait un appareil électronique qui permettait... Et la première sortie, c'était dans la baignoire de Marat. Voilà, avec Marat qui se faisait assassiner par Charlotte Corday. Bon, passons... Et De Funès m'avait dit, vous savez, si on fait un film ensemble, ne comptez pas avoir de la bonne presse. Je m'en fous de la presse, je l'ai fait moi. Hein. Le film ne s'est pas fait pour des raisons d'argent d'ailleurs. Et je crois que De Funès, en revanche, a repéré Bernard Menez grâce à vous, voilà. Et il l'a fait tourner dans la Var. Exactement. C'était juste avant la Var, et c'était Fechner, qui était le producteur de Funès, il avait dit, non, j'ai dépensé assez d'argent avec les projets de
de Louis, vous écrivez le scénario, et après, vous serez jamais, si ça marche, jamais vous serez aussi bien payé. J'ai dit, bah, on va bien faire acte de scénariste, mais faites acte de producteur. Mais bon, il n'a pas fait, donc ça s'est pas fait, et j'ai vraiment regretté beaucoup. Alors, il se trouve aussi qu'il y a quelqu'un qui a compté dans vos films, un acteur de télévision célèbre, grâce à un feuilleton qui s'appelait Vive la vie, c'est Daniel Secaldi. Ouais. Ça, il a été très présent aussi dans votre carrière, Pascal Thomas. Bah, il a été du premier film, du court-métrage, et pratiquement jusqu'à la fin, sauf un où j'ai regretté d'ailleurs. Et c'était un plaisir de le voir, son intelligence, sa modestie, sa drôlerie, ses audaces, voilà, oui, c'est audace constante et sa justesse de jeu. Je vais abonder en compliments, mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, fait partie des grandes figures du cinéma français et des seconds rôles. Quand il y avait dans des seconds rôles, au théâtre, il était premier rôle, bien sûr, ouais. Des seconds rôles qui faisaient le cinéma français. Aujourd'hui, ça a disparu. On a fait disparaître les voix. Regardez celui qui faisait la météo, comment vous l'appelez, qui avait un accent terrible. Albert Simon, à une époque. Voilà, oui. tout ça. Il y avait des accents. Oui. C'était la variété. On n'était pas toujours dans la même radio. Là, aujourd'hui, c'est la monotonie, c'est la... Sauf sur Sud Radio, où nous parlons vrai et avec l'accent de la sincérité. Exactement. Voilà. Alors, il se trouve aussi que Daniel Secaldi était un grand farceur. J'ai un exemple. Un jour, à Megève, il y a un festival, et Georges Descrières, il voulait lui faire une farce. C'était Arsène Lupin. Il a dit à Descrières, il a fait dire à Descrières, tu te déguises en Arsène Lupin, tu sers à table, et après il y aura un article dans les journaux, Arsène Lupin a servi à table, il n'a pas été reconnu. C'est ce que Descrières s'est déguisé. Oui. Mais tout le monde était dans le coup, sauf Descrières. Ce qui fait qu'à table, il a servi pendant tout le déjeuner. Et à la fin du déjeuner, Secaldi s'est levé et a dit « Georges, passe-moi le sel ». Ça n'a pas plu du tout. Mais c'est le genre de farce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Moi, je me rappelle un voyage en avion pour une promotion. Dans l'avion, il y avait Georges Descrières, que les hôtesses ne connaissaient pas. Et je suis Georges Descrières, etc. Il faisait ça. Bon, il avait une espèce de vanité. Et quand il avait des trous de mémoire, on l'appelait Georges Desgruyères, d'ailleurs. D'accord. Oui. Alors, il se trouve aussi il a tiré la moquerie. Il se trouve aussi que vous avez eu une autre carrière qu'on connaît moins, c'est le film publicitaire, Pascal Thomas. Oui. Vous avez tourné beaucoup de films publicitaires. 1000. 1000 ? Parce que, bon, je faisais des films, etc., mais les gens de cinéma m'agaçaient par leur peu de culture, excusez-moi de dire ça, par leur prétention. Évidemment, j'ai l'air prétentieux, et je suis certainement prétentieux. Dire ça, c'est un monde qui est un milieu qui va m'ennuyer. La publicité, qui n'est pas un milieu plus brillant, mais permettait de gagner beaucoup d'argent. Donc j'ai fait énormément de pubs, qui permet de voyager, de gagner de l'argent, et puis bon, de s'intéresser. On va aux réunions, et les gens ils veulent telle ou telle chose. Moi, je m'appliquais à faire ce que le client voulait. J'inventais parfois pour une publicité sur Renault. Ils avaient inventé l'espace, et les types avaient conçu une publicité, la voiture de l'espace. Mais évidemment, ils ne pouvaient pas trouver d'image, parce que dans l'espace, il n'y a pas de bagnole. Et ensuite, donc c'est Lucien Blanchet on m'a demandé aux petits étudiants, parce que depuis Hélène Lazarev qui était patronne de elle, on m'appelait le petit étudiant. Bon, donc le petit étudiant propose, et je vois, il me montre cette voiture de l'espace, il me dit c'est un espace à vivre. Je dis, pourquoi vous appelez pas Renault les voitures à vivre? Et qu'est-ce que vous proposez? Il faut faire l'histoire de Renault depuis le début. Hein. Et tu peux écrire une histoire. Non, vous me donnez les bagnoles, je filme. Et le film a eu un gros succès. Renault, les voitures à vivre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette publicité-là. Donc, mais ça, c'est une publicité. Et j'avais fait aussi pour Tampax. Et ça avait marché. Une deuxième fois, il me propose de faire un film. Je lui dis, écoutez, là, j'ai une idée qui pourrait plaire à tout le monde. Tampax, c'est un nom que l'on trouve sur toutes les lèvres. Je me suis fait virer. Ça peut arriver. Mais en même temps, vous avez aussi été joueur. Beaucoup joueur. Oui, j'ai joué. Oui. J'ai joué, mais la première fois, j'étais étudiant pour Saint Michel. Il y avait un type qui faisait des photos. Je peux vous rappeler, il y avait un gars qui faisait des photographies pour Saint-Germain-Saint-Michel, au quartier latin. Et on le rencontre, on est lycéens, bon. Et il nous parle de son jeu, il faut jouer aux courses et tout. On réunit tout notre argent, on était sûr de gagner, on perd tout. Ça m'avait quitté, jusqu'au jour où, à l'époque, je partageais des bureaux avec Michel Détinger, rue du Faubourg Saint-Honoré, à côté de l'Élysée. Les secrétaires jouaient au loto, je n'y jouais pas, etc. Et arrive l'élection de Mitterrand.
pourquoi cette idée farfelue me passe par la tête. Bon, quel est le type qui a le plus de chance en ce moment? Et je prends les numéros qui sont autour de Mitterrand, sa date de naissance, le nombre de personnes à son premier et deuxième conseil des ministres. Je joue ça et je gagne une grosse somme. Donc je dis, la seule personne à qui Mitterrand a fait gagner de l'argent, c'est moi. Et je continue. Mais continuant, évidemment, ça ne se passe pas de la même façon. Et je rencontre quelqu'un qui a un ami tunisien, que je vais donner le prénom, Malek, qui me dit, mais qui me voit jouer. Il me dit, vous allez gagner une fois, mais vous allez tout perdre. Un chiffre, ça peut sortir 1000 fois, ça peut ne pas sortir 1000 fois. Et lui, il jouait au loto sportif. Et là, je dis, ça m'intéressait pas. Puis, je sais pas, bon, un jour, je le vois un peu triste me regardant jouer. Je dis, d'accord, on va faire un loto sportif. On le fait, on gagne. Voilà. Bon. Et là, à partir de là, il a besoin de créer un système. Pour créer ce système, il a besoin de tous les résultats de foot, première et deuxième division, qu'il y a eu depuis 30-40 ans, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en France, en Italie, etc. Et là, encore une fois, le journalisme va sauver parce que, au journal, il y avait un type qui collectionnait, les gens collectionnent tout, qui collectionnait les résultats de foot. Je vais le voir, il y avait des paquets entiers de résultats de foot, on lui achète son truc, mon copain, pendant quelques mois, fait son système, et à partir de là, ça a été la fortune. En tout cas, il y a beaucoup de souvenirs et qui démontrent que vous gagnez aussi à être connu. Pascal Thomas, dans ce livre, Souvenirs en pagaille chez Séguier. En même temps, il y a ce voyage en pyjama sur les écrans. C'est-à-dire que vous êtes très actif en ce moment et j'espère que ça ne s'arrêtera pas. Je l'espère aussi. Merci Pascal Thomas. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.